Cette station de métro au centre de Moscou porte le nom de Place de la Révolution, une appellation qui rappelle la prise de pouvoir en Russie par les bolcheviks en octobre 1917. Pour les idéologues du communisme, la Révolution d'octobre était la promesse d'un avenir radieux. Un monde nouveau et merveilleux allait voir le jour, peuplé d'hommes et de femmes, eux aussi nouveaux et parfaits. Les hommes de l'ancien ordre mondial n'y auraient pas leur place. Pour cela, il faut créer une nouvelle race d'humains. L'homme doit lui aussi faire l'objet d'une métamorphose révolutionnaire. De nombreux scientifiques partagent cette idée. L'enthousiasme ambiant les encouragera à mener des expériences singulières. Le nouveau régime bolchevique s'est retrouvé face à de grandes difficultés. Comment propulser un pays pauvre et sous-développé dans le XXe siècle et dans une nouvelle ère technologique? Pour les bolcheviks, le recours à la technologie et aux sciences était la solution pour résoudre tous les problèmes de la Russie. La technologie et les sciences allaient de conquête en conquête. C'était presque de la magie. Et c'est cela qui devait permettre de créer l'homme nouveau. L'attention de nombreux chercheurs se tourne vers l'eugénisme, une théorie qui entend améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. À Moscou et dans d'autres grandes villes russes, plusieurs associations eugénistes sont créées. Le précurseur de ce mouvement nouveau sera Nikolai Kaltsov, fondateur de l'Institut de biologie expérimentale de Moscou. Pour Kaltsov, l'eugénisme était nécessaire à l'évolution de l'humanité. Il devait permettre d'améliorer l'Homo sapiens, l'homme doué d'intelligence, et de créer un Homo sapientissime, un homme supérieurement intelligent, qui correspondrait aux objectifs idéologiques des années 20, à savoir la création d'un homme nouveau. Dans les années 20, l'Institut de biologie expérimentale de Moscou est au cœur de la recherche scientifique, notamment en matière de génétique et d'eugénisme. Des expériences exceptionnelles y sont réalisées. Les scientifiques parviennent à modifier le sexe des vers à soie et à implanter un deuxième cœur à un batracien. Nikolai Kaltsov, le directeur de l'Institut, interdit les expériences sur les humains. Selon lui, le projet de transformation de l'homme est prématuré. Un avis que ne partagent pas certains de ses chercheurs. Parmi eux, un jeune scientifique prometteur du nom d'Alexandre Serebrovski, qui s'est fait connaître par ses analyses génétiques des volailles domestiques. C'est un défenseur de la méthode d'insémination artificielle d'Ilya Ivanov. En 1929, il publie un article où il développe plusieurs thèses audacieuses. Alexandre Serebrovski proposait entre autres de féconder des femmes avec du sperme d'hommes célèbres, par exemple de grands révolutionnaires. Il proposait également de créer une banque du sperme réservée à ces révolutionnaires, afin de produire, par fécondation artificielle, une descendance de ces grands hommes. D'après lui, il serait possible d'obtenir d'un homme éminent des milliers, voire des dizaines de milliers d'enfants. Cela permettrait d'améliorer rapidement les caractéristiques intellectuelles et morales des générations à venir.
Il avait 13 enfants. De ce point de vue, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a accompli son programme très méthodiquement. Il se considérait comme un homme suffisamment doté de qualités pour participer à l'expérience. C'était un scientifique en bonne santé et de grande taille. Serebrovski ne s'embarrasse pas d'état d'âme. Pour lui, les femmes russes devraient être fières d'engendrer de tels enfants. Les villes et les villages devront rivaliser entre eux pour élever le plus grand nombre possible de ces nouveaux humains. Ainsi, Homo sapiens poursuivra son évolution et le pays s'ouvrira rapidement à un futur prometteur. Au milieu des années 20, les idées de Serebrovski sont accueillies avec bienveillance. Mais en 1929, une vague de critiques s'abat sur lui, car l'eugénisme est désormais considéré comme une science réactionnaire. Les théories raciales des fascistes, dont l'influence grandit en Allemagne, discréditent en effet la recherche eugéniste. Mais l'interdiction de l'eugénisme et des recherches biologiques sur l'homme est essentiellement politique. Le nouveau régime autoritaire qui s'est établi en URSS ne reconnaît pas la liberté d'opinion, notamment dans le domaine scientifique. À la fin des années 20, Staline, qui détient presque tous les pouvoirs, se lance dans une œuvre de grande envergure. Le projet, connu sous le nom de Grand Tournant, engage tout le pays dans une modernisation forcée. Des millions de personnes en subiront les conséquences, notamment les paysans qui seront en grande partie ruinés. La création de l'homme nouveau reste à l'ordre du jour, mais le sens de cette formule a changé. Sous l'ère stalinienne, l'homme nouveau doit être un exécutant docile de la volonté de l'État. Inutile que les scientifiques travaillent à l'amélioration de la nature humaine, puisque l'État s'emploie à présent lui-même à la création de l'homme nouveau. Ses méthodes pour y parvenir sont la terreur, la soumission et le travail forcé. Si le travail a créé l'homme, alors il peut aussi le transformer et faire de lui un homme nouveau. Cette transformation avait lieu dans des camps. Et quand le vieux matériau humain n'était pas assez malléable pour être transformé, il était éliminé. La propagande stalinienne veut faire croire que l'homme soviétique ne peut qu'être heureux, que la population vit dans le meilleur des pays et que le travail forcé pour le socialisme est une tâche héroïque et honorable. J'ai inventé une expression pour désigner cela, les paysages de la jubilation. Des hommes et des femmes souriants et joyeux se promènent dans un univers que l'État s'est totalement approprié. Mais les gens sont tenus de jubiler. Ils sont mal vêtus, mal nourris, tout va mal, mais ils rient. Et pourquoi rient-ils ? Parce que le fait de ne pas rire est un message politique. En URSS, se présenter à une réunion avec la mine triste était interdit. D'une certaine manière, l'expression du visage était elle aussi devenue la propriété de l'État. L'Union soviétique façonne une société nouvelle qui, à son tour, façonnera ses citoyens. Le Parti communiste veut justifier sa politique par des thèses scientifiques. Il les trouvera dans les théories de Pavlov, pour qui le milieu social détermine l'individu. Pavlov a établi que le conditionnement de l'être se faisait par son environnement.
Et cette idée épouse parfaitement les théories marxistes qui affirment que l'homme est le produit de son milieu social. Pour Nikolai Boukharine, l'un des grands théoriciens du communisme, les recherches de Pavlov constituent l'arme lourde dans l'équipement de fer de l'idéologie matérialiste. Aujourd'hui, l'héritage de cette époque est encore palpable. Il perdure auprès de nombreux citoyens de l'ex-Union soviétique. Si la création du surhomme soviétique a échoué, le régime communiste est pourtant parvenu en partie à ses fins. Ceux qui ont grandi et vécu en URSS en sont restés marqués à vie. Tous ne sont pas concernés de la même façon, mais chez des millions de personnes, la vie dans un système soviétique a généré des réflexes conditionnés dont les effets sont encore perceptibles. Cela a donné naissance à un être appelé Homo Sovieticus. Souhaitons que les générations futures soient épargnées par des phénomènes semblables.